C'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous. Alors, vous avez pu remarquer, il y a un petit changement dans ces méditations collectives. On vous annonce maintenant un thème. Parce qu'on s'est dit que ça pourrait être effectivement plus intéressant. Il y a une personne régulièrement qui nous pose des questions. On s'est dit, on pourrait peut-être utiliser ces méditations collectives, puisque c'est partage et méditation collective. Et à travers ce partage, eh bien, d'aborder certains thèmes. Et aujourd'hui, on va voir comment trouver la paix au milieu de ce tumulte. Alors j'en profite parce que je trouve que la nature humaine est quelque chose d'extraordinaire. On a régulièrement, évidemment, vous imaginez, on reçoit une quantité assez impressionnante d'emails. Et ce qui est assez fantastique, c'est qu'on constate que plein de gens, enfin tout le monde d'ailleurs, tout le monde veut voir sa vie changer. Les gens veulent voir leur vie changer. Ils veulent, voilà, ne plus être accaparés par leurs émotions, avoir moins de pensées, d'être plus en paix, que tout aille bien dans leur vie, d'avoir des relations, de meilleures relations avec les autres, de s'épanouir dans la vie, etc. Bon, bref, tout ce qu'on désire, tout à fait légitime. Mais c'est amusant quand on pose la question aux personnes. Alors, on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites pour ça, pour que ça aille dans ce sens? Rien. Les gens ne font rien. C'est assez fantastique. D'ailleurs, parmi vous, je sais, je vais vous taquiner un petit peu, mais les personnes qui viennent aux méditations collectives, moi j'aime bien, c'est un bon moment, mais bon. Et ils nous écrivent à côté, en décrivant leur vie qui est un désastre, et on leur dit, mais pourquoi vous faites rien? Et on a aussi, c'est amusant dans les stages, les personnes qui viennent régulièrement dans les stages. Et c'est pareil, je leur demande, mais pourquoi vous revenez dans les stages? Et on a régulièrement des personnes comme ça qui reviennent plusieurs fois dans les stages. Je dis, c'est un moment que j'aime beaucoup, etc. Et puis, ils nous racontent les difficultés qu'ils rencontrent dans leur existence. Et on demande, mais ce que vous pratiquez à côté? Ben non. Et en fait, c'est comme si vous alliez à un séjour linguistique, vous allez un week-end linguistique une fois par an, pour, je sais pas, apprendre l'anglais par exemple, mais qu'à côté, vous ne vous entraînez pas à pratiquer l'anglais. Donc j'imagine que si vous allez faire un séjour linguistique, c'est pour apprendre à parler anglais. Mais si vous ne pratiquez pas à côté, vous ne saurez jamais parler anglais. Eh bien, votre bonheur, c'est un petit peu pareil. C'est que vous pouvez venir dans un stage, vous pouvez venir à une méditation collective, mais si à côté, vous ne mettez pas en application, qu'est-ce qui va bien pouvoir changer dans votre vie? Il n'y a rien qui va changer, parce que vos habitudes restent les mêmes. Vous savez, ce qui est extraordinaire avec l'habitude, c'est qu'elle se renforce par la force de l'habitude. C'est-à-dire que plus tant que vous continuez à fonctionner d'une certaine manière, en fait, très inconsciemment, vous ne le savez peut-être pas, mais vous le renforcez, vous continuez à le faire exister. Et la seule manière de pouvoir s'en soustraire, c'est justement la pratique. C'est la pratique de la méditation va vous permettre de prendre la distance. Et aujourd'hui, dans la culture, je constate que beaucoup de gens, finalement, viennent à la méditation comme une espèce de pratique de bien-être, voilà, je suis bien. Et c'est pareil, je vois régulièrement des personnes qui viennent, quand à une époque on animait des ateliers découvertes pour faire découvrir aux gens ce qu'était la méditation, et les personnes qui me disaient, mais moi je pratique déjà la méditation. Et mais je leur demande, à ce moment-là, pourquoi vous venez à cet atelier découverte? Parce que dans ma vie, je n'arrive toujours pas, voilà, je suis toujours en proie aux émotions, et quand je médite, ça va. Quand je médite, je me sens bien, je suis en paix, etc. Ça, c'est ce que les bouddhistes appellent la méditation des dieux. C'est-à-dire que vous pratiquez, vous êtes juste bien, comme ça, pendant un moment, mais le reste de votre vie, il y a rien qui fonctionne. Parce que, effectivement, vous n'ancrez pas, en fait, la pratique. Donc, il n'y a pas de réel changement. Donc, et aujourd'hui, la méditation, c'est comme un loisir. Les gens font ça comme un loisir, un petit moment de détente, ou comme s'ils faisaient du yoga. Et pendant qu'ils le font, ça leur fait du bien. C'est sûr, ils sont justes. Mais dans leur vie, ça ne change rien. Il y a rien qui change. Parce que ça n'est pas ancré. Et c'est l'intégration de la pratique, et ça c'est grâce à la pratique au quotidien, à l'approfondissement aussi, qui va faire que vous arrivez à des résultats. Alors, ça me permet justement d'aborder le sujet d'aujourd'hui, comment trouver la paix dans ce brouhaha, dans ce tumulte. Alors, j'ai insisté, parce que si vous ne pratiquez pas, ça n'arrivera jamais, parce que vous n'arriverez jamais à avoir cette stabilité à laquelle vous aspirez. Où se trouve la paix? Où se trouve la paix? Cherchez en vous-même. Où se trouve la paix?
À quel moment vous êtes vraiment en paix? Pour un méditant, c'est assez facile. Pour quelqu'un qui pratique régulièrement la méditation, c'est assez facile à trouver. C'est là où vous êtes. La paix, elle est là où vous êtes. Elle n'est pas ailleurs, elle est là où vous êtes. Mais à condition d'être là où vous êtes. Parce que, là encore une fois, si vous pratiquez la méditation en vous perdant dans vos pensées, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes dans vos pensées, vous n'êtes pas là. Et c'est ça la différence, comprenez? Il y a des personnes qui pratiquent la méditation, mais elles se perdent dans leurs pensées, et puis ils commencent à rêvasser, à penser à des tas de trucs, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, etc. Ça, c'est pas de la méditation. Ça, c'est se perdre dans ses pensées. C'est pas de la méditation. Méditation, c'est être là. C'est ramener l'attention là où vous êtes. Et là où vous êtes, il n'y a pas de tumulte. Il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas de perturbation. Perturbation, c'est au niveau de votre mental. Et même si les gens s'agitent autour de vous, vous pouvez rester là où vous êtes, présent. Et ça, c'est la pratique. Et la pratique vous amène à être là, à être vraiment intensément là. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez ramener votre attention là où vous êtes. Et ça, c'est la pratique. Et pour les personnes qui font les 3 niveaux, premier degré, c'est ça. On ramène l'attention là où vous êtes. On la ramène sur l'accord, on la ramène sur le souffle, on la ramène, on peut même s'appuyer sur les pensées, mais sans se perdre dedans, pour rester là. Et l'expansion du champ de conscience qui vous ramène à chaque fois, mais c'est chaque fois que vous êtes là. Vous ne vous perdez pas. Vous restez toujours là. Votre point de départ, c'est là où vous êtes. Et c'est là où vous trouvez la paix. Et un autre aspect qui est très important, et on le pratique ici, quand vous venez. Où est-ce que vous trouvez de la paix aussi? Eh bien, dans l'amour, dans la compassion. Je ne parle pas de l'amour ou de la compassion. Parfois, les gens disent, oui, mais j'aime mon copain. J'aime mes enfants, etc. Mais comme il y a beaucoup d'attachements, ils ne sont pas en paix, parce que si le copain, il s'en va, ou la copine s'en va, dit, bon, je te quitte, vous n'êtes plus en paix. Donc la paix, elle n'était pas dans votre copain, elle n'était pas dans votre femme ou dans votre mari. Elle est dans l'amour, c'est-à-dire la bienveillance, l'amour, la compassion. L'amour, c'est souhaiter du bonheur à l'autre. S'il s'en va, mais je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur, vraiment, du fond du cœur, vraiment, mais en paix, mais avec sincérité. Donc là, vous trouvez la paix. À ce moment-là, quand vous êtes dans l'amour. Dans l'amour-passion, dans l'amour-attachement, vous trouvez qu'un désastre, c'est une souffrance. Pendant un moment, c'est merveilleux, vous êtes bien, voilà, vous voyez les étoiles partout, vous êtes, et puis dès que ça s'en va, hop, c'est terminé. Vous n'êtes plus en paix. Et donc, vous êtes dans une relation dépendante. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'autre pour être en paix. Vous ne réalisez pas que la paix, elle est en vous. Et quand vous émanez de l'amour de manière sincère et authentique à l'égard de l'autre, et vous devez être capable, d'ailleurs, d'oublier que, par exemple, si vous pratiquez sur votre enfant ou votre mari ou votre femme, d'oublier que c'est votre mari et d'oublier que c'est votre femme pour pouvoir pratiquer l'amour. Parce que si vous êtes toujours dans la possessivité, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon enfant, et vous n'avez pas pratiqué correctement l'amour. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Donc là, vous devez vraiment vous détacher et voir l'autre comme un être à part entière. Votre enfant, il doit voler de ses propres ailes pour s'envoler et puis s'en aller. Peut-être qu'il ne reviendra plus, ou peut-être qu'il reviendra, mais c'est pas ça le plus important. C'est que puisse-t-il trouver la paix, puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance, ça c'est la compassion, et puisse-t-il s'établir, de trouver la stabilité dans l'amour et la compassion. C'est ça, le bonheur qu'il va créer. Et donc, c'est ça que vous souhaitez à l'autre. Et c'est ça que vous souhaitez à votre femme, c'est ça que vous souhaitez à votre mari, c'est ça que vous souhaitez à vos enfants. Mais qu'est-ce qui vous empêche de manifester de l'amour, de la compassion à l'égard de certaines personnes? Les sentiments négatifs. La négativité, vos obscurcissements mentaux. Parce que vous avez toutes sortes de raisons. Vous êtes plein de colère, de haine, de jalousie, etc., de rancœur, de préjugés, d'a priori. Et tout ça font que vous ne pouvez pas manifester de l'amour à l'égard de l'autre. Parce que vous avez peut-être toutes les raisons de le détester, votre mari, votre ex, puisqu'on l'appelle ex, une fois qu'il est parti, votre ex qui vous a quitté, qui est parti, et que vous détestez du plus profond de votre être, et donc évidemment vous ne pouvez pas manifester de l'amour à son endroit, puisque vous êtes plein de colère, plein de haine, donc ça voile, et ça vous empêche. Mais vous pourriez vous détacher, et vous dire, bon, j'ai une histoire avec, ça c'est une histoire entre lui et moi. Mais au-delà de ça, puisse-t-il se libérer des causes de la souffrance, puisse-t-il se libérer et s'établir dans les causes du bonheur. Et ça, c'est vraiment l'amour. L'amour, la compassion. Et quand vous avez des relations comme ça compliquées avec les autres, eh bien vous faites ça, et vous retrouvez la paix. Ça vous aide à avoir de la hauteur. Mais encore une fois, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? La négativité. Alors,
Évidemment, c'est pas si facile que ça à éradiquer, parce que ce sont des choses qui sont tellement ancrées en nous, tellement profondément ancrées en nous. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est extraordinaire. Les gens, ils veulent connaître le bonheur, mais ils ne veulent pas se donner les moyens de réaliser le bonheur. C'est comme si vous veniez me voir et puis vous me dites, voilà, je voudrais que tu m'apprennes les mathématiques. Donc, je vous donne les leçons, mais quand vous rentrez chez vous, vous entraînez pas. Puis la fois d'après, vous dites, je comprends toujours rien. Et t'as pratiqué, tu t'es exercé. Non, ça peut pas marcher. Là, c'est exactement pareil. Donc, si vous ne mettez pas en application, vous ne trouverez jamais la paix au milieu du tumulte. Le tumulte, eh bien, il va continuer à vous emporter, il va continuer à réveiller ça en vous, parce que ça entre en résonance avec vos peurs, avec vos colères, avec toute votre négativité. Tout le tumulte à l'extérieur ça agite tout ce qui est en vous, ça réveille tout ce qui est en vous. C'est pour ça que vous êtes, puis vous êtes comme ça. Si vous êtes au milieu de gens très stressés, vous, au bout d'un moment, vous êtes stressé aussi, parce que vous êtes emporté. C'est pour ça qu'on dit parfois l'autre me stresse, mais c'est pas l'autre qui vous stresse. L'autre, il est stressé, c'est son histoire, mais vous, ça réveille votre stress. Donc, ça montre que vous n'êtes toujours pas libre. Quand vous êtes libre, l'autre, vous le laissez s'agiter. S'il s'agite, c'est son agitation, c'est pas la vôtre. Donc, vous restez tranquille. Et peut-être justement que votre tranquillité va l'aider à se détendre un petit peu et à s'apaiser. Nous, c'est ce qu'on voit dans les stages. Quand les gens viennent pratiquer dans les stages, extraordinaire. On voit les gens comme ils sont tendus, agités quand ils arrivent le premier jour. Donc, on les voit venir. Et puis, au bout de quelques jours, on commence à se détendre, voilà, parce qu'on amène de la paix, on n'amène pas de l'agitation. On n'est pas dans l'agitation, on cherche la paix et la tranquillité. Et comme en plus, le stage est en silence, donc ils ne parlent pas. Donc, ils bavardent pas, ils ne créent pas d'agitation comme ça. Donc, ça apaise. Et plusieurs jours de silence, c'est extraordinaire. Et ceux qui sont déjà venus dans un stage, peut-être qu'ils sont là, présents. Mais vous êtes dans la tranquillité, dans la paix. Parce que vous ne créez pas d'agitation. Et vous êtes là où vous êtes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, si vous voulez trouver la paix au milieu de l'agitation, pratiquez. Voilà, il y a des cours pour ça. On a mis à disposition des cours. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour mettre en application. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il y a même des personnes qui disent « Mais de toute façon, je ne pratiquerai pas. » Mais alors, pourquoi vous venez? C'est fantastique. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? La méditation, le sens même de la méditation. Un jour, d'ailleurs, chez Menzin Poche, j'étais encore tout jeune et naïf quand il m'avait dit ça, et je lui ai dit, avec un faux air détaché, je lui ai dit, mais moi je cherche pas l'éveil. Et il disait, alors pourquoi tu pratiques? les gens cherchent le bonheur, on va traduire ça autrement. Les gens, ils veulent le bonheur, mais en fait, quelque part, ils disent... ils entreprennent la démarche, mais ils disent, mais moi je cherche pas tout ça, ça m'intéresse pas. Mais bon, ils viennent à des sessions de méditation collective, ils viennent dans des stages, mais ils nous disent, moi je cherche pas le bonheur, c'est pas, pour eux ça leur paraît utopique. Et vous faites des gros mensonges en réalité. Vous vous racontez des histoires. C'est ce qu'on appelle se raconter des histoires. C'est pas très cohérent votre discours, parce que d'un côté vous vous intéressez à la méditation, vous venez, mais en fait vous regardez ça un petit peu de haut, sans trop faire, sans vraiment vous impliquer. Mais le jour où vous voudrez vraiment savoir faire du vélo, il faudra vraiment monter sur le vélo et commencer à pédaler, parce qu'il n'y a qu'à partir de là que vous commencerez à faire du vélo, et vous saurez faire du vélo, et que vous allez commencer à ancrer. Tant que vous ne serez pas décidé une bonne fois pour toutes à vous mettre à la pratique, ben votre vie ne doit pas changer. Alors il y a des gens, ils font un petit peu de pratique comme ça, de temps en temps, bon, quand j'ai le temps, ils pratiquent un petit peu. Puis, bon, ils disent, bah, ça fait du bien quand même, hein. Mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui change, parce que un petit peu comme ça, petit loisir, ah tiens, aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, tiens, ben, je vais faire un petit peu de pratique aujourd'hui. Et puis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous vous racontez des histoires. Alors, les gens, ils n'aiment pas quand je leur dis ça. Ils disent, mais Bruno, toutes les histoires que les gens se racontent, moi, je me les suis racontées quand j'étais jeune. Et je peux vous assurer, quand vous rencontrez des grands maîtres, ils vous voient venir avec vos gros sabots. Ils vous disent, oui, moi, je veux le bonheur. Donc, alors, je taquine les gens quand ils viennent dans mes stages, parce qu'ils disent, pourquoi vous venez au stage? Et puis,
Après, quand ils racontent leur histoire, qu'ils vont mal, que tout va de travers, que dans leur vie c'est un désastre, ils sont seuls, ils s'emmerdent tout seuls à la maison, ou alors c'est contraire, ils sont avec quelqu'un qui supporte plus, ou alors ils ont un métier qui les insupporte, ou etc. Mais quand on leur donne les clés pour y arriver, pour changer la vie, ben non, ils veulent pas mettre, ils veulent pas. Ça les intéresse pas. Ils disent non, c'est bon, alors continuez, votre vie ne va pas changer. C'est comme, encore une fois, c'est comme quelqu'un qui vient, mais je sais toujours pas parler anglais, je peux pas discuter avec les Anglais, etc. Puis vous lui dites, prends des cours. Ah non, mais j'ai pas le temps. Bon, alors arrête de te plaindre. Et c'est exactement pareil. Les gens sont fantastiques. Vous savez, c'est merveilleux. Ça fait 35 ans que j'enseigne. J'entends à peu près toujours les mêmes histoires. Mais toujours les mêmes histoires. Les gens ont toujours plein d'histoires. Ils ont toujours plein d'histoires. Ils ont plein d'histoires avec tout. Ils ont des histoires... Ils ont des histoires avec leurs copains, avec leurs copines, avec leurs enfants, avec l'argent, avec le sexe, avec tout. Ils ont toujours une histoire. Il y a toujours une histoire sur tout. Mais en fait, ils sont très attachés à leur histoire. Ils veulent pas la changer. Mais ils viennent voir quand même. Ils se disent, bon, peut-être qu'ils se disent, je vais bien finir par gagner au loto. C'est-à-dire, un jour, le loto, c'est... Voilà, il va bien se passer quelque chose qui va faire que ma vie va changer. Je vais rencontrer enfin un homme ou une femme merveilleuse avec qui tout va aller baigner, tout va aller tout seul, et que je vais trouver... quelqu'un va venir frapper à ma porte pour me dire, j'ai un super travail pour vous. Ça n'arrive jamais, vous savez très bien. Parce que ce qui vous arrive est en étroit rapport avec vos perceptions et en étroit rapport avec vos pensées. Et comme disait Kimby, votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Donc ce qui vous arrive est parfaitement conforme à votre façon de penser. Ça entre parfaitement en résonance. Il n'y a pas un extérieur, un intérieur. Ce qui vous arrive, c'est une émanation de ce que vous portez en vous. Mais tant que vous n'acceptez pas de mettre en application, de pratiquer, pour regarder en vous et faire le ménage là-dedans, pour vous dire ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, de cesser de le faire exister et de faire exister autre chose, rien qui va changer. Vous pourrez pleurer sur votre sort, continuer à vous plaindre que il fait mauvais temps, que le gouvernement c'est tous des abrutis, que le voisin c'est un emmerdeur, que votre mère vous a mal éduqué, ou votre père, ou je sais pas quoi, enfin bref, vous en voudrez à la terre entière, mais rien qui va changer. Donc, si vous ne mettez pas en application, vous êtes l'auteur de votre vie. Et vous savez, ça veut dire s'autoriser, c'est être l'auteur de. Vous vous autorisez à. Vous autorisez à cette vie à laquelle vous aspirez. Donc après, c'est vraiment la mise en application. Pratiquer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis les cours à votre disposition. Parce que c'est pareil, les gens ils font un petit peu de méditation, mais ils n'approfondissent pas. Il y a des connaissances qui sont indispensables. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne une pensée, la nature d'une pensée, si vous n'avez pas creusé la question, comment vous allez y arriver? C'est impossible. Depuis la nuit des temps, vous savez que le bouddhisme, c'est 200 volumes d'enseignement. C'est énorme, c'est considérable. Et les gens voudraient comme ça, hop, faire un petit peu de méditation, comme ça, on va aller dans un stage de méditation enfin, il y a plein de noms aujourd'hui, ils font tous un petit peu des trucs comme ça, un petit peu de méditation confort. Mais ça change pas. Les gens, leur vie ne se transforme pas, parce qu'il n'y a pas... On n'approfondit pas. Et d'ailleurs, c'est un sage que j'avais rencontré qui disait, en Occident, vous êtes fantastique, vous allez de maître en maître, de stage en stage, etc. Mais il disait, vous n'approfondissez pas ce que vous avez. Non, vous n'approfondissez pas. Donc, voilà, vous faites de la consommation spirituelle. Vous êtes des consommateurs. Donc, vous consommez. Vous dépensez plein d'argent dans plein de stages, mais vous n'approfondissez pas ce que vous avez. Et donc, il n'y a rien qu'à changer. Forcément. Donc vous êtes plein de choses, plein de connaissances de différents auteurs, parce qu'au bout d'un moment, ça crée une telle confusion, parce que tout le monde dit un petit peu de tout, et vous allez chez un, il dit ça, l'autre, il va dire autre chose par rapport à ce que vous croyez savoir, etc. À la fin, on ne sait plus où on en est, et ça fout un vrai bazar. Donc, approfondissez vraiment ce que vous avez. Et pratiquez. C'est comme ça que vous arrivez. Il n'y a pas d'autre manière. Vous pourriez pas, on peut pas échapper. C'est revenir là où vous êtes. C'est la pratique. Mais la pratique, le problème c'est que la pratique, vous la voyez comme un effort. C'est pour ça que les gens ont du mal de se mettre à la pratique. Ils voient ça comme un effort. Au début, quand je découvrais j'en parlais, je crois qu'il y a 2 jours
à Nathalie, je disais, c'est extraordinaire. Au début, moi, je faisais beaucoup d'efforts, parce qu'on parlait justement de la pleine conscience. Alors, on essayait d'être pleinement conscient en tout. On essayait de mettre ça partout. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas, parce que on fait un effort. Et quand j'ai découvert, ça a été révolutionnaire pour moi, parce qu'à l'origine, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les conférences. À l'origine, on parle pas, il n'y avait pas pleine conscience. La pleine conscience a été inventée par Dr Kabat-Zinn, parce que le mot méditation posait problème. D'ailleurs, le problème en Occident, c'est les mots. Vous employez un mot. À l'époque, on parlait méditation, ça posait problème parce qu'on voyait des sectes. Maintenant, on parle de pleine conscience, on craint les dérives sectaires. Demain, on va changer de nom, mais on va trouver qu'il y a un risque de dérive sectaire. C'est pas le problème du nom, du mot qu'on emploie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, je rappelle que la méditation, ça existe depuis plus de 4000 ans, et donc bien avant Bouddha, et même à l'époque de Bouddha, on ne parle pas de pleine conscience, mais d'attention. Et l'attention, c'est quelque chose que vous avez en vous. C'est une faculté que vous utilisez tout le temps. Quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, que vous regardez autour de vous, que vous êtes attentif. Vous savez, être attentif, vous êtes attentif. Et vous avez l'esprit ouvert quand vous êtes attentif. C'est plus facile à pratiquer. Ça ne demande aucun effort. Vous êtes juste attentif. Vous êtes attentif. Regardez autour de vous. Et vous pouvez regarder en vous. Ça, c'est l'attention. On ne parle pas de pleine conscience. Alors, il y a des gens qui vont m'écrire, qui vont dire « Oui, mais ça veut dire la même chose. » Mais l'attention, ça existait. On utilisait ce mot déjà bien avant la pleine conscience. Pourquoi compliquer les choses? On met le MBSR. Maintenant, les gens, ils aiment bien. Moi, je pratique le MBSR. Les gens, ils aiment bien parce que ça fait un peu ronflant. Donc, il y a un petit côté mondain dans la méditation. Alors que la méditation, c'est l'être, c'est d'être avec soi-même, d'être là, de créer cet univers en soi, de bienveillance, d'amour, de compassion, pour le dire très simplement, comme disait Pema Chodron, c'est d'entrer en amitié avec soi-même. Arrêtons toutes ces complications intellectuelles, c'est quand même fantastique aujourd'hui, et tout le monde va être un peu savant autour de la méditation. Ça demande beaucoup d'humilité, comme disait, il y avait un vieux sage qui était considéré au Tibet, puis il devait partir, puis il avait demandé à deux grands maîtres qui venaient d'arriver pour le rencontrer, il dit, écoutez, je dois partir, est-ce que vous pouvez me remplacer? Et puis, avec beaucoup d'humilité, mais nous, on sait rien. Chez nous, c'est le contraire. Nous, on veut être pédant. On sait plein de choses. Moi, je sais ce que c'est que la méditation. Moi, je pratique le MBSR. Moi, je pratique la pleine conscience. Moi, je fais ça. Puis moi, je suis allé pratiquer avec un tel, etc. Puis les gens s'enorgueillissent comme ça. C'est pas ça, la méditation. Méditation, c'est juste être tout simple. Vraiment simple. Simple. Simplifier sa vie. Simplifier son esprit aussi. Arrêter avec tous ces brouhahas mentaux, tous les gens qui m'écrivent, mais vous n'y connaissez, ils me disent, vous n'y connaissez rien en méditation. Ouais, très certainement. Je connais pas grand chose, mais si ce n'est que ce que je pratique depuis 50 ans. Et voilà, c'est vraiment ça. Simplifiez votre vie. Simplifiez vos pensées. Puis arrêtez de croire tout ce que tout le monde vous dit. D'ailleurs, Bouddha disait lui-même, ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. Et il disait, vous devez remettre en question mes propres enseignements. Donc jamais dans l'adhésion, jamais dans la croyance. Les gens, ils ont besoin d'adhérer. C'était Prajnanpad qui disait, seuls les crustacés et les imbéciles adhèrent. Donc arrêtez d'adhérer, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, vérifiez, mettez en application, pratiquez. Voilà, c'est comme ça que vous arriverez à vous libérer. Quand je dis pratiquer, c'est rigolo parce que il y a une résonance dans la notion de pratique en Occident, parce que on associe effort et contrainte. Donc on se dit pratiquer, bon, alors faut que je pratique. C'est les gens ont l'impression qu'ils, ça y est. C'est pour ça qu'on a même repris ce terme, le travail sur soi. C'est fantastique. Donc on doit besogner, ça doit être très très dur. Alors comment vous voulez c'est mettez de la joie, mettez dans la pratique de l'ouverture, et vous verrez, vous n'aurez plus le sentiment de faire un effort, mais vous pratiquerez. Vous allez pratiquer. Quand je dis pratiquer, c'est appliquer au quotidien, appliquer tout le temps. C'est chaque fois que vous avez une possibilité, mais par jeu. Soyez comme un enfant. Redevenez comme des enfants. Et jouez avec ce que vous faites. Expérimentez, soyez curieux de tout, soyez à l'affût de tout, avec cette ouverture d'esprit. Voilà. Et comme disait Einstein, l'esprit, c'est comme un parachute. Ça marche mieux quand c'est ouvert.
Donc, ayez l'esprit ouvert et n'ayez pas l'esprit fermé, obtus, fermé sur vos croyances, sur vos idées, sur vos convictions. Les gens sont pleins de convictions. Plein, plein, plein. Sont convaincus même qu'ils ne connaîtront jamais le bonheur. Bah, c'est comme disait Jim Rohn. Si vous croyez que vous ne pouvez pas réussir, vous avez raison. Et si vous croyez que vous pouvez réussir, vous avez raison aussi. Les deux, ça marche. Et ça marche très bien. La preuve, c'est que si vous n'êtes pas heureux, eh ben vous voyez, ça marche. C'est très efficace. Et c'est tout aussi efficace dans l'autre sens. Donc, à vous de voir comment vous pratiquez. Voilà. Alors, on va faire notre petite pratique du dimanche. C'est allez, on va faire l'équanimité des sentiments, vous connaissez. On va apprendre à voir cette perception égale à l'égard de soi-même. Et donc, je vous invite à vous mettre en position, dans une position adéquate, assis, détendu, confortable aussi, la position. Voilà. Et on va introduire la pratique avec la dédicace, enfin la prière de motivation par le pouvoir et la vérité de mes pratiques. Puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, ramenez toute l'attention là où vous êtes. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. Soyez ouvert et détendu, disponible, présent à votre propre égard, avec cette attitude bienveillante à votre égard. N'attendez rien, soyez juste là, ouvert, disponible pour vous-même. Vous êtes une présence pour vous-même, une présence accueillante, ouverte. Et quoi qui s'élève, quoi qui se manifeste, vous accueillez. Peu importe que cela se passe comme vous le souhaitez ou pas, laissez être. Juste cela. Prenez simplement conscience de l'espace qu'occupe votre corps, de toutes les sensations qui s'élèvent, qui se manifestent, qui vont et viennent librement. Et peu importe que vous les ressentiez ou pas, soyez juste disponible. Voilà. Prenez conscience de toute cette manifestation physiologique. Ce corps est une entité vivante. Des milliards de milliards de milliards d'échanges se produisent à chaque fraction de seconde pour maintenir votre équilibre et cette harmonie fondamentale. Cet équilibre malheureusement souvent perturbé par les stress, par les négativités, les mauvaises habitudes aussi alimentaires, posturales parfois aussi, toutes ces... Ayez ce respect, cette bienveillance à l'égard de votre corps. Et je vous laisse quelques instants en silence sur cette prise de conscience du corps.
Voilà. Ramenez l'attention au niveau du front et des yeux maintenant. Vous laissez le front se détendre, les yeux aussi. Symboliquement, le front et les yeux correspondent au mental et vous allez simultanément laisser votre esprit s'apaiser. Vous allez permettre en quelque sorte à vos pensées de retrouver un état naturel, plus paisible, plus tranquille. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, peuvent trouver ici un rythme plus tranquille, plus paisible, plus naturel. Juste cela, juste être. Vous ne manifestez aucune attente, aucun désir. Vous ne vous impliquez momentanément plus dans vos pensées pour les laisser être comme des nuages qui passeraient dans le ciel. Vous laissez toutes ces manifestations se produire sans intervenir. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà. Maintenant, dans cet état d'ouverture, vous allez penser à une personne que vous aimez bien, une personne avec qui vous avez une bonne relation, envers qui vous avez plutôt des sentiments positifs, et vous allez penser à cette personne. Vous la laissez venir à votre conscience, et dans cet état d'ouverture, de bienveillance, vous allez souhaiter à cette personne, du plus profond de votre être, qu'elle se libère de ses propres obstacles, de ses obscurcissements mentaux, puisse-t-elle être libre des causes de la souffrance qui l'empêchent de percevoir sa vraie nature, puisse-t-elle être libre de tous ces obscurcissements mentaux. Vous allez également lui souhaiter de trouver la paix, de s'établir enfin dans cette conscience de sa vraie nature. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence et
Laissez émaner de vous cette bienveillance à l'égard de cette personne, cette bienveillance, cet amour et cette compassion. Immergez-vous complètement, laissez votre esprit s'immerger complètement dans cette bienveillance à l'égard de cette personne. Je vous laisse quelques instants en silence. Voilà. Maintenant que vous êtes plus ouvert, plus enclin à manifester de la bienveillance à l'égard d'autrui, vous allez penser maintenant à des personnes pour qui votre sentiment d'habitude est plutôt neutre. Toutes les personnes que vous croisez au quotidien, que ce soit vos voisins, les commerçants du quartier, les collaborateurs, des gens que vous croisez dans la rue, toutes ces personnes qui peuplent en quelque sorte votre univers, qui croisent votre vie. Vous allez, avec le même état d'esprit que pour cet ami, vous allez souhaiter à toutes ces personnes de se libérer de leurs propres souffrances, des causes de la souffrance, de leurs obscurcissements mentaux. Puissent-ils vraiment se libérer des causes de la souffrance et s'établir enfin dans cette paix, dans cette tranquillité, dans cette bienveillance à l'égard d'autrui. Et maintenant, je vous laisse quelques instants en silence, en pensant à toutes ces personnes. Laissez émaner de vous, essayez de promener votre conscience, de vous rappeler quelques moments où des personnes vous avez croisées dans votre quartier. Pensez à toutes ces personnes. Essayez en imagination de vous balader dans la rue, dans le quartier, vos voisins. Pensez à quelques personnes que vous avez pu voir à votre travail. Et à l'égard de toutes ces personnes, vous allez laisser émaner cette bienveillance, cette compassion pour toutes ces personnes. Puissent-elles être enfin libres des causes de la souffrance et réaliser, révéler les causes du bonheur. Je vous laisse quelques instants en silence.
Il n'est pas nécessaire de rester trop longtemps. Le plus important, c'est de voir, d'éveiller ce sentiment en vous-même. Et maintenant, vous allez déplacer cet état d'amour, de compassion à l'égard d'autrui envers une personne pour qui votre sentiment est plutôt négatif. Il ne s'agit évidemment pas de faire semblant d'aimer cette personne, mais de faire la part des choses entre vos sentiments qui vous sont personnels, votre histoire avec cette personne, mais que, au-delà de l'histoire que vous avez avec cette personne, vous pouvez reconnaître qu'elle a le droit de connaître que le bonheur, qu'elle aussi est aux prises avec ses propres émotions, ses propres obscurcissements mentaux, tout comme vous pouvez l'être, et comme tous les êtres peuvent l'être. Et sur cette base, alors au début, ne prenez pas quelqu'un avec qui vous avez une histoire trop lourde, pour le faire plus tard, quand vous aurez votre esprit suffisamment entraîné. Vous allez souhaiter vraiment à cette personne de la même chose, c'est-à-dire de se libérer des causes de la souffrance, de ces obscurcissements mentaux. Puisse cette personne être libre des causes de la souffrance, de ses propres obscurcissements mentaux. Puisse-t-elle être enfin libre et puisse-t-elle s'établir dans la paix, dans le bonheur. Puisse-t-elle réaliser les causes du bonheur. Voilà, je vous laisse quelques instants sur cette pratique à l'égard d'une personne pour qui vos sentiments sont plutôt négatifs. Voilà. Maintenant, vous allez faire la même chose pour vous-même. Vous allez vous souhaiter à vous aussi de vous libérer des causes de la souffrance, d'être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux. C'est comme si vous vous disiez vous-même, puissais-je être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux, de tout ce qui vient trahir ma sérénité, ma paix intérieure, et qui m'empêche de voir ma vraie nature. Puissais-je être enfin libre, et puissais-je m'établir enfin dans la paix de l'esprit, de manifester les causes du bonheur que sont l'amour, la bienveillance, la sagesse, la compassion. Puissais-je manifester de plus en plus librement
cette bienveillance à l'égard d'autrui comme à l'égard de moi-même. Allez-y, je vous laisse quelques instants en silence. Faites-le avec le plus de sincérité possible, le plus d'authenticité possible. Allez-y, je vous laisse faire. Voilà. Vous pouvez interrompre votre pratique tranquillement. Voilà. Et vous pouvez voir que là où vous manifestez de l'amour, de la bienveillance, il y a la paix. Vous êtes loin du tumulte, de l'agitation. Et donc vous trouvez vraiment cette tranquillité en vous-même, cette paix en vous-même. Plus vous l'entraînez, plus vous le pratiquez, plus vous arrivez à, à stabiliser. Voilà. Nous allons vous laisser avec un petit reportage qui dure quelques minutes. Ne quittez pas, c'est plutôt une interview que nous avons réalisée il n'y a pas très longtemps. Si vous avez envie de la partager, Loïc va vous laisser le lien dans le chat. Vous pourrez le partager, même le revoir plus tard si vous le souhaitez. En attendant, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur, d'abord pour tous vos dons, parce que je vois que vous continuez à faire des dons, ça nous aide dans Planète Altruiste. C'est vraiment merci très très chaleureusement du fond du cœur. Ça nous permet de continuer nos activités, de préparer d'autres projets sur lesquels on est en train d'œuvrer. Donc vraiment merci du fond du cœur. Nous allons être absents à partir de mardi.
nous allons au stage jusqu'au 5. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui voyez qu'on met un peu de temps à répondre à vos mails, ne vous inquiétez pas. On va être très très occupé parce qu'un stage demande beaucoup beaucoup d'attention. Donc voilà, en attendant, merci du fond du cœur d'être venu et je vous laisse avec cette interview et je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Nous sommes ensemble pour quelques questions qui, je pense, vont vraiment intéresser les internautes, j'espère, et aussi tous ceux qui te suivent et qui t'adorent et qui aiment suivre toutes les webconférences que tu peux donner tout au long de l'année. Alors, comment faut-il faire aujourd'hui pour pratiquer la méditation et retrouver la sérénité? Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à s'y retrouver avec tout ce qui existe. Il y a 3 aspects toujours dans la méditation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une erreur communément commise par la plupart des gens qui considèrent que la pleine conscience, c'est la méditation. C'est juste un seul aspect de la méditation. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Donc on traite plusieurs aspects. La première, c'est d'acquérir la stabilité. La stabilité, c'est quoi? C'est d'amener la conscience à ne plus s'identifier aux pensées ou aux émotions. Parce que notre conscience, en état ordinaire, s'identifie à nos pensées, elle suit forcément les émotions, c'est pour ça qu'on se trouve emporté dans ce flot émotionnel. Donc la première chose à acquérir, c'est cette stabilité de la conscience, d'avoir cette capacité à avoir du recul, et ça, on va l'obtenir par l'éveil de l'attention, une faculté qu'on possède tous. Ensuite, on va voir le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle les antidotes. Là, on a besoin, parce que l'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, sur nos aspirations, et l'autre moteur qui tire en arrière. Donc il faut pouvoir neutraliser ce moteur qui tire en arrière sur nos peurs, nos vues fausses, la culpabilité, etc., tous ces facteurs mentaux qui viennent perturber notre sérénité. Et donc il faut pouvoir les neutraliser. Et là, on a besoin d'antidotes. Ça, c'est le deuxième aspect. L'autre aspect, c'est prendre conscience de nos ressources, de nos potentiels, qui sont inhérents à notre véritable nature. Ils sont innés, ils sont en nous. Mais comme notre attention est accaparée par nos pensées, nos émotions, autrement dit, quelque part par notre ego, eh bien, on passe à côté. C'est comme si notre conscience était focus sur les nuages et elle ne perçoit pas le bleu du ciel qui est derrière. Le bleu du ciel, ça serait notre vraie nature, nos potentiels. Donc, la pratique va nous amener à prendre conscience de nos potentiels qui sont rattachés, qui sont inhérents à notre vraie nature. Pour toi, Bruno, c'est quoi le plus important dans la méditation? C'est qu'elle nous apporte de la joie, du bonheur, tout simplement. Le but de la méditation, c'est d'accéder au bonheur. Comment reconnaître une formation de méditation gadget d'une réelle démarche? Il y a une chose qui est très claire, d'ailleurs même Dalai Lama le disait lui-même, si quelqu'un me dit qu'au bout d'une semaine ou 2, il voit sa vie changer, il ne trouverait pas ça très sérieux. Bien sûr, il peut y avoir des changements assez rapides qui vont se manifester au début, mais ça reste fragile. Mais ces changements, quand on connaît bien la nature humaine, même le fonctionnement du cerveau, on sait très bien que ça ne peut pas se faire en quelques semaines, ni même en quelques mois. On a des premiers changements, mais c'est sur le long terme que ça s'établit. Donc c'est là où on peut faire la distinction avec ces méthodes. J'appelle ça les méthodes à l'emporte-pièce, parce que effectivement, on laisse croire aux gens qu'ils vont faire une pratique et après ils sont débarrassés de leurs problèmes. Mais ça, c'est pas très sérieux. C'est comme espérer savoir faire du piano en 2 leçons et se dire, bah voilà, je vais faire 2 leçons et ça y est, après je saurai faire du piano. C'est impossible. Mais là, c'est exactement pareil. En ce qui concerne, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes nos tendances émotionnelles, notre façon de penser, elle est ancrée depuis très longtemps. Je dirais pas, c'est même pas seulement à un niveau individuel, mais même à un niveau collectif, donc depuis très très longtemps. Donc elles vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Maintenant qu'on connaît bien ce qu'on appelle le phénomène de plasticité du cerveau, on sait très bien que ces habitudes, ces nouvelles habitudes qui vont nous conduire vers le bonheur, vont s'ancrer sur le long terme. Donc une méthode qui dit que en 2-3 séances, on est débarrassé de ces problèmes, ça fait pas très sérieux. Bruno, tu présentes une formation de méditation. En quoi cette formation va-t-elle m'apporter dans mon quotidien? La première chose,
c'est une forme de bienveillance à l'égard de soi-même. C'est Pema Chodron qui disait « La pratique, c'est entrer en amitié avec soi-même ». Ça, c'est vraiment indispensable, parce que pour avoir un bon rapport avec l'extérieur, un bon rapport avec les autres, c'est indispensable d'avoir un bon rapport avec soi-même. Donc ça, c'est vraiment la première chose que va apporter. C'est pas juste s'asseoir, regarder son souffle, c'est beaucoup plus que ça. La pratique, c'est une attitude bienveillante à l'égard de soi-même. Donc il va nous aider à prendre en considération aussi bien les aspects du corps que les aspects psychiques, et donc d'avoir ce rapport ouvert et bienveillant à l'égard de soi-même. Et si on manque d'estime de soi-même, si on manque de confiance en soi-même, c'est très très difficile à construire une vie heureuse. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et après, tout ce qu'elle va nous apporter, eh bien, ce sont de très nombreuses clés qui vont nous permettre de nous défaire de tous nos obstacles personnels, mais aussi de savoir utiliser pleinement ce potentiel que nous a donné la nature, qui est inhérent à notre vraie nature. En quoi cette formation est-elle si efficace pour retrouver confiance en soi? Alors c'est assez simple parce que la confiance en soi est très liée à la conscience de soi, de la conscience de ses potentialités. Il y a un adage zen qui dit « Celui qui sait qu'il peut réussir n'est pas à l'abri de l'échec pour autant, mais tant qu'il ne sait pas qu'il peut réussir, il échoue. » La question, c'est de savoir, justement, est-ce que je sais que je peux réussir? Et la démarche va nous amener à prendre conscience. Et en fait, on va faire connaissance avec nous-mêmes, finalement. C'est aussi simple que ça. Et en faisant connaissance avec nous-mêmes, on va découvrir que nous avons des ressources, que nous avons des potentiels sur lesquels nous pouvons compter et qui vont nous aider à faire face aux conditions adverses, à construire une existence plus heureuse, d'avoir des relations plus épanouissantes, parce qu'on a davantage conscience de ses réelles capacités personnelles. J'ai des angoisses, du stress, de l'anxiété. Est-ce qu'on peut vraiment retrouver la paix et la sérénité? Je dirais que c'est même plutôt indispensable. Si on a du stress, des angoisses, on a un signal d'alerte qui est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien. C'est comme si j'étais à bord d'une voiture, je vois un témoin lumineux qui clignote parce qu'il y a un manque d'huile. Là, il est temps de s'arrêter et de remettre de l'huile. Là, c'est exactement pareil. Si on est en état de stress, si on est en état d'anxiété ou d'angoisse, là, on a des indicateurs forts qui nous disent « stop ». On est en train de faire fausse route dans notre manière de fonctionner. C'est même pas que est-ce qu'on peut, on doit, c'est une nécessité. Et là, effectivement, il y a des démarches qui vont permettre de retrouver cette sérénité, de retrouver ce recul qui est si indispensable à une existence équilibrée. Alors cette démarche est-elle compliquée à pratiquer au quotidien? Non, absolument pas. C'est très simple, un enfant de 10 ans peut la pratiquer. Comme je me plais à le répéter aux personnes, si vous avez 10, 15, 20 minutes de plaisir à vous accorder dans la journée, et la pratique, elle est faite pour vous. C'est très ludique, c'est très agréable à pratiquer. Ça se pratique en plus, parce que dans une culture, on a tendance à associer effort et contrainte. Là, on découvre que effort égale plaisir. Donc on découvre ce que les bouddhistes appellent d'ailleurs l'effort joyeux. C'est très agréable à pratiquer, c'est très simple, c'est très accessible pour tout le monde. Si tu devais dire une seule chose que cette formation apporte? De la joie, le goût de vivre, une perspective plus enchanteuse de la vie. On quitte les limites de notre ego limité, comme disait Mathieu Ricard. Quand il parlait de l'ego, ça sent le renfermé. C'est tout à fait ça. On est enfermé dans nos structures, dans notre ego. Et là, ça ouvre des perspectives extraordinaires pour tous, pour tout le monde. Qu'est-ce que cette formation a de si différent par rapport à d'autres démarches que tu connaîtrais peut-être? Je pense que ce qu'il faut bien distinguer, parce qu'il y a des démarches, par exemple, si je prends le yoga qui s'adresse beaucoup au corps, on dit qu'effectivement ça a un effet sur l'esprit, mais ça reste quand même très limité. Le tai chi, le qigong, qui sont des pratiques qui sont excellentes, qui sont vraiment très très bonnes pour rééquilibrer le corps, pour rééquilibrer les énergies du corps. Mais ces pratiques n'ont pas pour objectif d'amener la personne à prendre conscience de ses potentiels, de ses ressources, d'éveiller sa compassion, d'éveiller sa capacité à aimer, d'éveiller sa sagesse, etc. Ça, c'est le propre d'une démarche d'accomplissement. Ça ne va pas amener à cet éveil de la conscience qui va être obtenu par l'utilisation de l'attention.
qui va amener cette stabilité de la conscience. Donc je pense qu'il faut faire les distinctions. Il y a aussi toutes les démarches qui visent à rééquilibrer le corps, que ce soit de la médecine chinoise, que ce soit de l'EFT, etc. Parce que souvent les gens me font, je fais déjà de l'EFT. Je leur dis, mais ça n'a strictement rien à voir. Là, on parle d'une réalisation complète, globale de l'être. Donc on n'est pas du tout, ce n'est pas du tout le même objectif. Donc ces pratiques sont excellentes, elles font énormément de bien, et moi je suis plutôt favorable à l'utilisation de ces pratiques. Mais éveiller la conscience, c'est encore autre chose. Acquérir plus de lucidité, plus de sagesse, plus de connaissances, de discernement aussi, d'éveiller sa capacité d'empathie, de compassion, de bienveillance, ça c'est encore tout à fait autre chose. C'est pas l'EFT qui va l'apporter, ni je crois qu'il y a aussi la cohérence cardiaque. Mais ça n'a strictement rien à voir. C'est un tout autre objectif. C'est quoi ton expérience dans la démarche que toi tu proposes? Alors d'abord, c'est une expérience personnelle. Ça fait 50 ans que je pratique la méditation. J'ai commencé très jeune parce que je me posais des questions comme tout le monde sur la souffrance, comment s'en défaire, est-ce que le bonheur est possible, etc. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux sages de différentes traditions. J'ai passé 15 ans avec un grand maître du nom de Shimen Rinpoché qui appartenait à l'école Nyingmapa du bouddhisme tibétain. Donc ça a été d'abord un enrichissement personnel. Et quand on a ce genre de réalisation, on n'a qu'une envie, c'est de le faire partager aux autres. C'est comme si demain je découvre une recette qui enchante mon palais. Je n'ai qu'une envie, c'est de montrer ça à mes amis, de leur faire découvrir, même de leur donner la recette pour qu'ils puissent la partager autour d'eux. Donc à un moment, on a vraiment envie de partager ça, parce qu'on voit que notre propre vie se transforme. Maintenant, ça fait 35 ans que j'enseigne ces démarches. J'ai d'abord été pendant 20 ans au cabinet, et puis j'ai proposé sur Internet, parce que je trouvais dommage qu'il y ait si peu de personnes qui puissent bénéficier de ce genre de démarche. Donc Internet a été une chance extraordinaire de pouvoir propager ce genre de connaissances dont on a absolument besoin. Donc aujourd'hui, depuis 35 ans, on peut quantifier, c'est pratiquement au moins une centaine de milliers de personnes qui ont suivi la démarche. Aujourd'hui, elle intéresse énormément les médecins. On a beaucoup de médecins qui viennent, les scientifiques. D'ailleurs, on a un psychiatre et ami, Dr Cyril Azif-Thomas, du comité éthique des hôpitaux français, qui est venu, qui a reconnu, qui approuve la valeur de cette démarche. Donc on a une démarche qui est parfaitement valable, qui est parfaitement reconnue pour ses bienfaits, pour sa rigueur aussi, parce que c'est très important. La rigueur est indispensable dans ce genre de démarche, même si on parle de bonheur, pour ne pas se perdre. Et parce que c'est très facile de se perdre dans les concepts, dans des choses un peu abstraites. Donc là, aujourd'hui, on a même beaucoup de scientifiques qui viennent dans les stages, qui suivent les cours, et qui nous disent tous les bienfaits qu'ils retirent de cette démarche, dans laquelle il n'y a aucune croyance. Les personnes n'ont pas besoin de croire. C'est comme disait Bouddha d'ailleurs, ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience, et rajoutez même, vous devez remettre en question mes propres enseignements. Et ça, je pense que c'est important parce que les gens découvrent une liberté de penser aussi à travers cette démarche. Donc il n'y a pas d'endoctrinement, il n'y a pas de risque de dérive sectaire, puisque là, les personnes sont invitées à l'autonomie. Ils vont prendre vraiment leur vie en main. Ça, c'est vraiment le plus important. Par où commencer si je veux en savoir plus sur cette formation? Peut-être assister à une conférence, de se renseigner, de se documenter. Je pense qu'il faut déjà un peu faire des recherches par soi-même et puis de voir si ça convient. Un petit mot de la fin? Quand j'étais avec Shimen Rinpoché, et quoi que je lui disais, quand j'avais besoin d'une réponse par rapport à une difficulté, il me disait « pratique, pratique, pratique ». Alors j'ai envie de dire aux gens « pratiquez, pratiquez » et vous verrez, votre vie pourra changer. Merci Bruno.